Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, la première du débrief des matchs comme on n'avait pas forcément l'habitude de le faire lors des précédentes saisons. Cette saison, on a décidé de faire des débriefs après chaque match dans la foulée. Et aujourd'hui, c'est la première édition. Et quelle première édition, avec un match extrêmement serré qui a terminé en prolongation entre le Paris Basketball et la JL Bourg. Pour m'accompagner aujourd'hui, nous serons deux sur ce format. Et aujourd'hui, en duo avec moi, c'est Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Comment, je vais te poser la question pour démarrer, Paris donc qui a perdu en prolongation 102-99. Qu'est-ce que tu retiens de cette partie, Antoine? C'est quoi un peu, voilà, on va partir là-dessus sur le pouls général du match. Qu'est-ce que tu retiens d'abord en priorité de cette rencontre? Des montagnes russes émotionnelles comme on en a souvent l'habitude avec le Paris Basketball, ça change pas pour l'instant. C'est vraiment un début de match extrêmement bien mené, offensivement très sérieux, très agréable, très fluide, avec un trio Allman, Wallace, Amir Sims qui me fonctionne très bien. Offensivement, on voit qu'il y a encore des bricoles défensives à gérer, mais ça se gère plutôt bien au final. Les switches sont assez bien respectés. La défense sur pick and roll est un peu compliquée, mais c'est quand même acceptable puisque Bourg a vraiment du mal à rentrer dans son match et Paris domine offensivement. On a commencé à voir, un petit peu ce que Lilian disait lors de la preview, c'est-à-dire du Weaver Basketball très rapide en transition où on shoot très vite. Ça rentre pas toujours, mais ça rentrait plutôt bien. Amir Sims, c'est à 100% au tir, tout tir confondu. Tyrone Wallace, c'est pendant très longtemps à 7 sur 7 au tir aussi, à 100%. Kel Holman a une bonne réussite. Enfin voilà, une équipe parisienne qui gère bien sa rencontre jusqu'à basculer dans quelque chose qu'on a déjà vu, même si c'est pas la même équipe, c'est quelque chose dont on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on les laisse revenir petit à petit, on les laisse grappiller des points et au final on se retrouve à aller courir derrière une prolongation et à chuter sur des pertes de balles et vraiment sur des tirs faciles, des défenses qui sont totalement ratées, des séquences défensives totalement ratées. Donc ce que je disais au début du match sur le côté, une défense qui a du mal à se mettre en place, qui a totalement lâché en fin de match, c'est vraiment dommage. C'est un peu le pouls général, c'est beaucoup d'espoir, c'est très satisfaisant, c'est très agréable et à la fin c'est pas un calvaire mais c'est frustrant en fait, c'est très frustrant. Frustrant, c'est aussi le mot que j'avais un peu en tête, et c'est vrai que globalement, franchement, jusqu'à cette fin de match, en tout cas de fin de temps réglementaire qui a été extrêmement surprenante. Paris menait plus 10 quand il restait 4 minutes. Moi, en tout cas, j'ai eu le sentiment que Paris maîtrisait sa rencontre, même quand la Gielbourg essayait de revenir, avait des temps forts. Voilà, on a vu, moi, c'est surtout la première mi-temps qui a été, je trouve, vraiment d'une très bonne qualité. Du moins offensivement en fait, où ça a très bien roulé, et sous la tutelle de Tyrone Wallace. On va en reparler dans notre rubrique sur le joueur sur lequel on va se focus. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que Paris avait été dans son match pendant, on va dire, 36 minutes et a lâché d'un coup. Je trouve pas en fait que Bourg a forcément gagné son match. Enfin, Bourg gagne le match, mais en fait, c'est pas forcément largement. Enfin, ça se joue sur une prolongation, mais statistiquement, on voit que Paris et Bourg. Paris avait quand même l'avantage sur beaucoup de statistiques, notamment sur le tir à 3 points. Paris a été très adroit pendant une grosse partie du match. C'est vraiment à la toute fin que Bourg, notamment par Jordan Floyd, parce qu'il va falloir en parler, il a planté 41 pions, et ça c'est pas normal qu'un joueur t'en plante 41, mais il a trouvé de l'adresse en fin de match. Paris a eu une énorme réussite au lancer franc aujourd'hui, j'ai plus les stats, je te les retrouve tout de suite. 22 sur 23 au lancer franc, quand on est seulement à 19 sur 27 du côté de la JL Bourg. Donc en fait, statistiquement, même quand tu lis la ligne de statistiques, tu as envie de te dire, mais en fait, comment Paris a perdu ce match? Et pour moi, il y a une seule raison qui l'explique, et je pense que je vais te lancer là-dessus, c'est les pertes de balles. Paris a perdu 23 ballons, seulement 11 pour la JL Bourg. Est-ce que c'est pour toi, on va dire, l'un des facteurs qui fait que Paris, en menant dans cette rencontre plutôt aisément, on va dire, s'est mis des bâtons dans les roues et a laissé au moins l'opportunité à la JL Bourg de revenir au score et d'aller arracher une prolongation? Totalement, totalement. Tu as cité la stat qui est assez criante et qui fait vraiment mal parce qu'autant au début du match, il y a des pertes de balles, on peut les accorder.
sur des erreurs de communication ou de cohérence de jeu encore. Je pense à Amir Gegic qui en a eu quelques-unes. Mais voilà, après, pour revenir sur les principales, il y en a eu en fin de match, de Tyrone Wallace, on en parlera un petit peu plus en détail, qui sont vraiment qui ont marqué un tournant en fait. Et on a vu qu'après ces fautes-là, enfin cette perte de balle-là, qui sont des erreurs, Paris a totalement lâché défensivement. Déjà que Paris était un peu fébrile, Bourg a très bien su mener sa barque dans la raquette et du fait qu'Amir Sim se fasse sortir, Kamagaté était très souvent esselé dans la raquette et Bourg a bien joué déjà bien le jeu, mais les pertes de balles, on a l'impression que Paris est totalement sorti de sa rencontre. Ce sont des pertes de balles, vraiment, j'accorde même pas ça des manques de communication, c'est vraiment une envie de croquer ou une envie d'en faire un peu plus que faire tourner le ballon tranquillement, alors qu'on avait vraiment, comme tu as dit, 10 points d'avance à 4 minutes de la fin, on avait le match en main et on pouvait le contrôler, enfin Paris pouvait le contrôler, pardon, et à force de vouloir en faire trop, bah, tu te retrouves dans cette situation où tu perds un ballon et ton monde s'écroule face à une équipe qui n'est pas, comme tu l'as dit, spécialement meilleure que nous, mais qui va être plus efficace dans le fin de match. Est-ce que ça va être parce qu'ils sont poussés par leur public ou, comme tu as dit, par un Floyd qui a eu une réussite assez insolente? Ça a vraiment marqué quelque chose. La dernière perte de balle de Tyrone Wallace, qui en fait 7 dans la rencontre sur les 23 parisiennes, elle a vraiment fait basculer toute l'équipe en fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais la dernière a vraiment été la plus criante. Ah non, bah la dernière, c'est si vous avez vu le match, en tout cas, c'est une perte de balle où globalement il donne vraiment le ballon à son adversaire. Il a deux coéquipiers qui sont autour de lui et, euh, et vraiment c'est limite du main à main en fait avec le Totalement. défenseur de Bourg-en-Bresse. Oui, en fait, elle pose le tournant sur cette fin de match, mais je me dis en fait limite, et c'est peut-être là-dessus où je voulais en venir sur notre rubrique sur l'aspect tactique du jour, sur le côté, on a une première mi-temps où Paris développe un basket vraiment de qualité, hein, 55 points marqués, même s'il y a eu un temps faible à un moment, Paris s'est quand même remis dedans et a retrouvé de l'adresse avec. Il y a quand même eu deux shoots au buzzer dans les premiers et deuxième quart-temps qui ont permis quand même. Enfin, tu gagnes 6 points au buzzer sur un mi-temps, c'est quand même beaucoup. Ça donnait déjà une belle avance à Paris. Et puis tu vois petit à petit que l'écart se réduit, même si Bourg ne revient pas vraiment au contact. Je trouve vraiment que la deuxième mi-temps est moins bonne dans l'attitude. C'est surtout ça en fait. Et que sur les 20 minutes qui ont été la deuxième mi-temps, ça a été très poussif. Paris se tenait parce que se tenait à flot et gardait son avance du mieux qu'il pouvait, mais c'était vraiment pas l'idéal. En fait, euh, Bourg reste dans le match alors que Paris aurait vraiment pu enfoncer le clou et je sais pas, dans le troisième quart-temps, dire il y aura pas de match en fait. On mène plus 25, vous allez jamais revenir. Et au lieu de ça, bah voilà, Bourg a végété à 10-12 points toute la deuxième mi-temps. Et c'est comme ça, en fait, c'est que tu laisses un espoir à une équipe qui, tu l'as dit, est poussée par son public à domicile. C'est la première de la saison. Et en fait, tu laisses juste un petit espoir à ton adversaire de pouvoir te renverser. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que cet espoir, tu le caractérises par l'immense deuxième mi-temps de Jordan Floyd, et qui simplement était hors norme, qui prend des tirs qui sont pas des bons tirs, qui sont des tirs extrêmement compliqués, mais c'est des tirs qu'il va mettre, c'est des tirs qui permettent à Bourg de prendre de la confiance sur toute la deuxième mi-temps, et voilà, de prendre cette opportunité que Paris a laissée, en fait, de pouvoir revenir. Toi, sur ce changement première mi-temps, deuxième mi-temps, qu'est-ce qui t'a marqué vraiment le plus? Tu l'as bien cité, c'est vraiment le manque de rigueur, même, enfin, pas de rigueur, mais ouais, on sentait une équipe parisienne, elle avait pas à l'être, et je pense que c'était pas le cas, mais elle était, je sais pas, je la trouvais beaucoup plus stressée offensivement. Il y avait vraiment des pertes de balles, mais très bête, enfin, bête, ouais, assez dommageable. Une mauvaise compréhension des écrans, notamment de Kamagaté, qui je trouvais n'était pas assez servi à l'intérieur, et on essayait toujours de faire tourner ou de chercher du shoot extérieur. C'était au début de la rencontre, ça rentrait bien, on s'est obstiné là-dedans, et comme tu as dit enfoncer le clou, on n'avait même pas besoin d'enfoncer le clou, parce que ben, tu es à plus 25, et tu as juste en fait besoin de les Ah, laisser, enfin on n'a jamais été à plus 25, on a été à plus 19 au autant pour maximum moi la première alors, mi-temps. autant pour moi. Mais c'était l'idée Oui, du plus 25, tu reviens pas.
Mais voilà, bah, c'est ça, c'est ce que indirectement tu fais comprendre à ton adversaire. On leur a laissé espoir parce que par notre jeu offensif, on était vraiment poussif. On perdait de plus en plus de ballons. On avait beaucoup moins de solutions à l'intérieur. Amir Sims, je pense que son exclusion a fait beaucoup de mal au Paris Basketball puisque plus personne allait jouer à l'intérieur hormis Ismaël Kamagaté. Après, on a eu des joueurs des extérieurs qui allaient bien se battre au rebond offensif. Je pense à Tyrone Wallace, je pense à Amir Gegic qui se sont bien battus à l'intérieur. Mais ça a été ouais, là, un travail offensif qui était beaucoup plus rouillé, beaucoup moins fluide qu'en première mi-temps, où vraiment ça jouait vite, on a retrouvé du demi-terrain, et c'est un petit peu ce qu'on disait lors du premier podcast, c'est quand une équipe adverse, même, et là encore, j'ai l'impression que c'était fait indirectement, ben, te fait jouer un basket qui n'est pas celui auquel tu es habitué, où tu cours beaucoup moins, où tu te retrouves à jouer une possession qui est beaucoup plus longue et à jouer sur du demi-terrain. Alors, t'as beau avoir Ismaël Kamagaté, mais s'il n'est pas servi ou si ça tourne pas autour de lui, parce que je trouvais Paris assez statique en seconde mi-temps, ben, t'en reviens à faire des erreurs de possession et l'équipe adverse, qui était Freddy Foto, a bien expliqué à ses joueurs comment déceler les offensives parisiennes et on voit le résultat. Les lignes de passe, elles sont coupées. Et quand tu as des joueurs qui s'obstinent à faire des passes un petit peu, enfin, complètement ratées alors que tu as des coéquipiers ouverts, pardon, ça pardonne pas. Bah, justement, là, ce que tu cites, là, les coéquipiers ouverts qui sont pas servis, ça permet aussi de faire une petite transition sur le joueur dont on voulait parler, Tyrone Wallace. Moi, c'est sur la dernière possession de Paris, du coup, en prolongation, où Tyrone Wallace essaie de jouer un contre un, se fait un peu, est très bien défendu. Il essaye de trouver Sleva, enfin, il envoie une saucisse, Sleva se retrouve avec un joueur collé dans le dos au panier, avec la balle en haut, il est à 3 points, il doit absolument shooter puisqu'il reste 2 secondes, bah forcément que ça va pas rentrer, c'est ce qu'il va tenter. Alors que, bah, à l'inverse, s'il regarde sur sa droite, t'as Toupane qui est ouvert, qui a mis le shoot pour égaliser, pour aller en prolongation, shoot pas facile, extrêmement compliqué, et même s'il n'est pas en réussite sur la partie, parce qu'il est à 5 sur 14 au tir, Toupane est quand même capable de les mettre, Chaud. voilà, évidemment. Ah Il non, est mais chaud. bah, il est chaud en tout cas, il a la confiance juste de son tir qui envoie Paris en prolongation, donc tu peux te dire, il reste juste, en fait, il le voit pas, et c'est un peu tout ce qui marque en fait sa deuxième mi-temps. Ah, voilà, c'est parce que la première mi-temps, même le troisième quart-temps, franchement, je me dis, c'est exceptionnel. Il est à un niveau, un très très haut niveau, c'est quasiment ce qui va se faire de mieux à Paris cette année. Et d'un coup, il s'est effondré. Euh, alors, c'est vrai que c'est pas un excellent passeur, je trouve. Et vraiment, ça s'est vu aujourd'hui. Pas au-delà de ses pertes de balles, mais juste simplement dans la qualité du joueur qu'il est. C'est pas un très bon passeur. Par contre, c'est un très bon joueur de 1 contre 1 et qui va scorer cette année. Mais le nombre de pertes de balles, et en fait, je trouve que son match, comment il est articulé, coïncide vraiment avec le momentum de la partie. C'est-à-dire, il est très bien pendant 3 quarts temps, et Paris est très bien pendant 3 quarts temps. Et après, lorsqu'il plonge un peu, on va dire, en fin de. Dans le quatrième, Paris plonge. Et lorsqu'il est en prolongation, pareil, il est pas on va dire, maître de l'attaque parisienne, ce qui est pourtant son rôle avec Coleman. Et là, ça a pêché. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il est facile à voir jouer. Je le trouve extrêmement facile. Tu vois, il n'est pas extrêmement bon passeur, il en fait 9. Ce qui ne veut rien dire sur ses qualités de passe non plus, mais il a réussi à trouver des coéquipiers. Il est quasiment triple-double, hein, d'ailleurs, Tyrone Wallace, mais il provoque beaucoup de fautes aussi. Ça m'a beaucoup marqué. Je crois qu'il en provoque 5. Il se retrouve sur la ligne des lancers, il est à 7 sur 8. De toute façon, tu l'as cité en début de podcast, qu'on a été extrêmement efficace au lancer franc. Mais oui, c'est vrai, on a eu cette impression-là, et pourtant il n'était pas tout seul, et d'autres joueurs ont très bien performé sur cette rencontre, que quand il allait bien, tout allait bien. Vraiment, c'était fluide, offensivement, c'était très compliqué à défendre pour les joueurs de la JL Bourg. Défensivement, il n'était pas ridicule, honnêtement. Il était actif, du moins. Ouais, Et mais, ça, c'était... ouais, mais le joueur en face en plan de 41. Voilà, c'est ça le problème, c'est que tu le vois actif. Par contre, ben, c'est ce que j'allais y venir. Le momentum du match, c'est un peu ce momentum de son match à lui, en fait. Quand il commence à baisser de régime, qu'offensivement ça rentre moins, qu'il fait des pertes de balles, et que défensivement bah, il est moins vigilant, bah, le joueur en face il en met 41, quoi. Enfin, il en met pas 41 en seconde mi-temps, mais il en met de plus en plus, et au final, bah, Bourg revient. Donc ça, le momentum du match, c'est le momentum de Paris et Tyrone Wallace, j'ai l'impression. Ce qui est dommage.
Ce qui est dommage. Petit mot avant de nous quitter. On vous a dit c'est des formats courts pour les débriefs des matchs. On vous a donc on vous a balayé un peu la rencontre. Petit mot tout simplement pour dire que Paris va affronter du coup Nanterre mardi à Nanterre. Mardi, Antoine, c'est ça qui a perdu, c'est ça si tu me le... Oui, Nanterre a perdu sur son parquet 75-78 contre Monaco. Défaite logique mais serrée, donc avec un bon Adrien Moirement de ce que je lis avec 18 d'évaluation. Donc voilà, prochain adversaire, ce sera Nanterre. Et petit mot également sur les espoirs de Paris qui ont largement perdu 96-56 contre Bourg. Début de saison vraiment très difficile. Pas forcément une très bonne journée pour le Paris Basketball en termes de résultats, puisque une large défaite et une défaite en prolongation, ça fait un petit peu mal. Antoine, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter sur cet épisode, sur ce match? Ben, ça fait plaisir de revoir du basket, même si le résultat est pas là, ça fait plaisir que la saison reprenne. Ouais, ça c'est sûr que le résultat était pas là. Nous on va se retrouver du coup eh bien mardi, mais plutôt mercredi matin pour le débrief de Nanterre Paris. Juste avant de nous quitter, je vous rappelle toujours nos réseaux sociaux. Paris B-8 on air sur Twitter, Paris Basketball on air sur Instagram et sur Facebook. Vous avez toutes les infos dans les bios, sur nos réseaux sociaux, bref. Et bien merci Antoine, on va se retrouver du coup mercredi matin. Merci à tous, à bientôt. À bientôt.